Oh, oh, oh. Voilà, ça enregistre. La magie. Voilà, ici rencontre autour de la table avec mon acolyte Joachim. Bonjour Joachim. Bonjour Gazela, bonjour Sensei. Et voilà, présentation ici de vous-même, par vous-même, quoi. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et en gros aussi, pourquoi vous le faites? Qu'est-ce qui s'est passé à votre naissance, quoi, en gros, dans votre berceau, là? Mais je m'appelle Kenji Kitsu, j'habite en France. Je suis japonais d'origine, mais j'ai pris la nationalité française il y a presque une vingtaine d'années. Voilà, donc je suis français. Et puis j'enseigne des arts martiaux. Et j'ai fait un peu de sociologie et la recherche de civilisation d'Extrême-Orient à l'Université de Paris. Voilà, et puis voilà, j'enseigne depuis presque une quarantaine d'années des arts martiaux en France. Sensei, vous êtes 9e dan, si mes informations sont bonnes, à la base en karaté, puis vous avez intégré aussi du tai chi, du qigong, et vous avez créé véritablement votre propre méthode, votre propre art martial. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller aussi loin? Puisque je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont allées aussi loin et qui sont 9e dan. D'abord, je suis 9e dan par la Belgique et Italie, et 8e dan en France. Voilà, donc je veux préciser. Et puis, j'ai fait longtemps le karaté, ça fait déjà presque cinquantaine d'années que je pratique. Et jusqu'à l'âge de 30 ans environ, je continue à pratiquer d'une manière sportive le karaté classique et le karaté traditionnel. Mais j'ai eu quelques problèmes de santé, c'est-à-dire au niveau du dos, comme beaucoup de sportifs connaissent ce problème. Et j'avais à l'époque 28 ans environ. Et je me suis dit à l'époque que si j'ai mal à ce point-là, à mon âge, je ne pourrais pas continuer mon karaté à l'âge de 50 ans, parce qu'à l'époque, quand j'ai pensé à l'âge de 50 ans, c'était déjà vu. Mais aujourd'hui, j'ai déjà 63 ans, donc je suis très vieux par rapport à l'époque. Mais je me suis dit, à l'âge de 50 ans, je ne pourrais jamais continuer à pratiquer le karaté si j'ai aussi mal. Donc je me suis dit, tiens, il y a quelques problèmes dans ma pratique, et j'ai commencé à faire la recherche comparative de style de karaté sportif et classique. En fait, dans le karaté classique, il y a des personnes qui continuent à pratiquer longtemps. Donc, j'ai rapidement découvert qu'il y a la manière de pratiquer qui est très différente. Voilà, donc c'est à partir de là que j'ai continué à faire la recherche comparative de styles différents de karaté, ce qui m'a amené à la recherche des arts martiaux chinois. Donc j'ai pratiqué le tai chi quelques années après, et aussi d'autres arts martiaux chinois qui m'a fait naturellement faire la comparaison avec le karaté sportif que je pratiquais et par rapport à ces arts martiaux chinois. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a quelque chose qui manquait dans ma pratique par rapport à l'activation de mon corps. Parce que j'ai fait l'observation de mes prédécesseurs de l'époque, qui ont 10 à 20 ans plus âgés que moi. J'ai regardé leur façon de faire et leur vie, effectivement, eux-mêmes qui souffraient beaucoup de problèmes de santé, surtout au niveau du dos. Et donc je me suis dit, ce n'est pas le problème uniquement à moi, c'est un problème plutôt méthodique, général. Donc il y a quelque chose à rechercher. Donc naturellement, ça m'a encore
conduit à une comparaison et la recherche de karaté classique et aussi différentes arts martiaux chinois. Voilà, donc c'est ça qui m'a amené à faire ce que je fais actuellement. Donc, en gros, c'est l'envie de durer, d'être plus dans la longévité et en même temps de ne pas s'abîmer à travers l'art martial. Mais en même temps, il me semble, moi, je l'ai suivi avec vous plus ou moins il y a 10 ans un stage et je vous vois aujourd'hui, vous avez 10 ans de plus et vous êtes encore plus efficace qu'avant. Et encore plus fort qu'avant, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le constater, tout le monde le constate. Donc, non seulement, apparemment, vous avez gagné en santé, mais aussi, surtout, en efficacité. Et justement, qu'est-ce que c'est l'efficacité? Qu'est-ce que c'est la santé? Qu'est-ce que c'est notre capacité corporelle? Moi, je vois actuellement qu'au niveau théorique, nous avons deux types de capacités corporelles. Donc, première capacité corporelle et seconde capacité corporelle. Première, c'est capacité corporelle, une sorte de capital énergétique dynamique que tout le monde a à la naissance. Et par exemple, quand quelqu'un qui cherche à former le grand athlète qui peut éventuellement obtenir la médaille d'or aux Jeux Olympiques, il faut trouver quelqu'un qui a un grand capital corporel exploitable sur le plan premier. Donc, première capacité corporelle. Mais ce premier capacité corporelle, ça s'use autour de quarantaine d'années, 45 environ. Beaucoup de personnes qui commencent à avoir le déclin sportif, même traumatisme également, autour de 40-45 ans. Et je pense que méthode classique liée à la pratique de Qigong ou Kiko, c'est former les secondes capacités corporelles. Et si on obtient cette seconde capacité corporelle, nous pouvons rallonger la durée de pratique et aussi ce qui permettra à exploiter et explorer notre capacité qui sont presque endormies. Par exemple, nous savons bien qu'autour de la colonne vertébrale, il y a des muscles profonds qui tiennent notre posture. Et quand on voit le livre d'anatomie, on voit bien qu'il y a beaucoup de petits muscles qui sont au fait très profonds et très puissants. Mais malheureusement et heureusement, ces muscles fonctionnent bien sans qu'on pense. Même en dormant, ils bougent. Et ce n'est pas comme notre main que nous pouvons bouger d'une façon consciente, volontairement. Ces muscles profonds qui sont acteurs de nos dynamismes fondamentaux, mais nous ne sommes pas pour autant capables de les maîtriser, leur fonctionnement. Donc, lorsqu'on étudie bien les méthodes classiques des arts martiaux anciens, au fait, il y a certains types de méthodes qui cherchent à faire ressortir ces différents muscles, différentes forces, potentialités qui sont endormies. Comment peut-on se faire sortir afin de constituer ce que j'appelle seconde capacité corporelle. Voilà, c'est seconde capacité corporelle qui est au fait, à mon avis, une sorte de secret de pratique martiale, longévité, aussi d'efficacité. Donc, par exemple, de ces muscles profonds, par exemple sous la gorge, derrière, cette hauteur, hauteur qui correspond sous la gorge, dans le dos, ou bien sternum, et aussi dans le dos, toutes ces différentes zones de la colonne vertébrale, il y a beaucoup de muscles profonds qui sont
bon, tout le long de colonne vertébrale, mais en tout cas. Est-ce que vous pouvez consciemment, capable de activer, c'est-à-dire contracter, décontracter, tout simplement, ces muscles profonds? C'est très difficile. Mais ces muscles qui sont tout le temps en action, dès qu'on prend quelques positions, ils bougent, et puis, heureusement ou malheureusement, nous ne pouvons pas être conscients de ces mouvements. Mais heureusement, parce que si on est tout le temps conscient de ces acteurs de dynamisme de notre corps, ça va être extrêmement difficile. Heureusement, on n'a même pas besoin d'être conscient pour que ces parties du corps qui fonctionnent bien. Mais quand on voit bien la méthode classique, il y a certains types de méthodes qui cherchent à faire ressortir la sensibilité de ces zones différentes afin qu'ils puissent devenir acteurs conscients de production de notre dynamisme. Voilà. Donc c'est un peu cette sorte de découverte que j'ai fait au travers études de méthodes classiques. C'est ce que je pratique. Et je constate effectivement que je peux utiliser la force ou produire la force que je n'avais pas auparavant. Et aussi, cette forme de dynamisme est très liée à notre sensation et la réalité de bien-être et de santé. Et justement, ça c'est intéressant parce que je vous ai entendu dire vraiment on devait même presque renaître à soi-même, renaître dans un second corps que l'on a travaillé pour activer ces zones que vous appelez aussi chakras. Donc ces zones-là sont en rapport avec les émotions et la conscience, si je comprends bien, puisque elles sont musculaires, mais est-ce qu'elles sont aussi en rapport avec nos émotions et notre conscience selon votre enseignement? C'est parfaitement lié à notre émotion et notre pensée, notre manière de vivre. Et personnellement, je ressens vraiment que par rapport à ce que j'ai été, ce que je pouvais faire quand j'avais l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, aujourd'hui, les registres de mes actions et mes capacités ne sont pas la même. Et en quelque sorte, je suis en train de renaître, j'espère. Donc, je ressens souvent, ou même chaque matin quand je me réveille, cette sensation de aujourd'hui c'est plus neuf qu'hier. Effectivement, je découvre souvent des choses que je ne savais pas hier, et au point de vue de ma manière de bouger, ma manière de produire des gestes, etc. Donc, comme je me découvre différentes manières d'agir et vivre mon corps, j'ai cette sensation de pouvoir renaître. Donc à ce moment-là, ou bien recréer le corps. Donc pour moi, c'est la pratique de méthode efficace, c'est de recréer notre dynamisme en suivant la méthode. Ce qui est assez frappant dans l'enseignement que vous transmettez, c'est que ces zones énergétiques, etc., elles ne sont pas juste des zones que l'on connaît, des zones qu'on sait qu'elles sont là, ou qu'on travaille d'un point de vue juste de la conscience, mais vraiment qu'on va mobiliser, qu'on va faire bouger, on va en prendre conscience, et puis on va les renforcer et finalement les utiliser. Tout à fait, donc c'est ma manière de avancer et pratiquer la méthode, c'est-à-dire pour que notre corps fonctionne bien et construit une autre forme de dynamisme, il faut d'abord localiser les parties qui pourraient devenir dynamiques. Donc, première chose, c'est localiser.
par exemple sous la gorge, zone de sternum, plexus solaire, nombril et derrière le nombril, et zone de coccyx, par exemple, le long de la colonne vertébrale. Donc, on localise. Et ces zones sont à peu près correspondent au chakra qu'on pratique en yoga aussi. Mais en tout cas, quand je dis chakra, je ne l'utilise pas exactement comme yoga, parce que je ne connais pas très bien le yoga. Chakra est défini, et dans notre pratique, comme siège de l'énergie. La partie est sensible au point de vue d'énergie. Donc, sur la colonne vertébrale, donc on distingue à peu près 5 zones. Et ces 5 zones, nous pouvons activer musculairement en appliquant les méthodes. Et au fait, en activant ces zones musculairement, nous pouvons construire une autre forme de dynamisme corporel, c'est-à-dire que vous avez l'épaule, vous avez 12 épaules, mais presque cette épaule physiologique va disparaître ou va transformer comme un passage. Notre bras continue, en continuant, en surpassant l'épaule, en passant par, comment dirais-je, Par le corps. non, voilà, c'est ça, excusez-moi. Donc, en passant par les omoplates, et on descend le long de la colonne vertébrale. C'est presque donc tout le long de la colonne vertébrale qui deviennent comme la continuité de notre bras. Donc ces bras longs. Donc à ce moment-là, les épaules, ce qui correspond aux épaules, devient en haut des hanches, par exemple. Donc cette sorte de sensation est une sensation tout à fait nouvelle que nous n'avions pas auparavant. Ce sont des sensations qu'on a reconstruites dans la pratique corporelle. Donc en quelque sorte, on a fait une renaissance ou une sorte de recréation de notre corps. À ce moment-là, effectivement, en faisant quelque chose, en utilisant notre bras, notre main, capacité dynamique change, puisque tout le long de la colonne vertébrale également, qui participe à produire cette forme de dynamisme qui s'exprime au travers les mains, par exemple. Voilà. Bon, enchanté, hein. Je ne vous connais pas, mais en rentrant dans votre langue, dans votre manière de parler, de penser, ça donne l'impression, parce qu'évidemment, quand on parle, on peut facilement donner des impressions, c'est pour ça que je dis, ça donne l'impression, mais voilà, hein, que vous êtes allé vraiment loin dans l'art d'abord du karaté, si j'ai bien compris, et puis vous avez découvert dans cet art-là, enfin, c'est vraiment passionnant, quoi. Vous êtes passionnant. Si. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre... Parce que moi aussi, ça m'intéresse ça en tant qu'humain, on est tous des humains là autour de la table. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous alliez comme ça précisément comme quelqu'un qui est à la recherche, vraiment comme... j'arrive pas à trouver omnubilé, enfin vous voyez, vous comprenez les mots, hein, vraiment à aller chercher quelque chose à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça là maintenant pour vous? Je crois que j'ai fait une forme de choix de ma vie. Et je suis né 2 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au Japon. Et très tôt, je voulais faire des arts martiaux. Et très tôt, j'étais très attiré à la tradition du samouraï. Donc, je me rappelle bien, ma mère me consolait quand je pleurais, quand j'avais 3-4 ans, et elle faisait un grand dessin de sabre. Grand dessin de sabre sur la terre ou sur papier. C'était la plus grande consolation. C'est pas un gâteau qu'on me donnait, c'était
un dessin de sabre. Et j'étais très attiré depuis que j'étais tout petit et par le sabre et la tradition de samouraï. Et je voulais faire donc les arts martiaux depuis que j'étais tout petit. Et j'ai fait des études universitaires au Japon. Mon université est jumelée à HEC et français. HEC, c'est hautes études de commerce. Donc c'est une université difficile d'entrer en concours. Mais je ne savais pas que c'était une université de commerce. Parce que j'ai choisi cette université parce que à la campagne, on disait que c'était une très grande université et c'est très difficile. Donc j'ai fait le challenge et j'ai réussi à entrer. Mais en rentrant, j'étais très déçu parce que ce n'était pas mon idée d'entrer en hautes études de commerce. Donc je n'ai pas fait du tout cette sorte d'études durant 4 ans mon université. Je faisais profondément le karaté et je suis entré dans la section de droit. Mais au bout de 2 ans, j'ai arrêté et je me suis dirigé vers la sociologie parce que ça m'intéressait beaucoup, la société et aussi la manière de vivre d'être humain. Et 1 an avant la fin de mes études, il y avait une possibilité de venir en France pour être assistant d'un maître de karaté de l'époque et poursuivre mes études à l'Université de Paris. Donc, j'ai arrêté mon objectif parce qu'à l'époque, tout le monde, puisqu'on termine hautes études de commerce, on entre dans les affaires. Donc 1 an avant la fin de mes études, je me suis dit, je n'entre pas dans les affaires et je vais partir en France pour faire le karaté. Donc, je suis parti tout de suite après la fin de mes études de Japon et je suis venu en France en 1971. Voilà. Donc, pour moi, faire des arts martiaux profondément, c'était la continuité de ma vie depuis que j'étais tout petit. Donc il n'y a pas pour moi comment dirais-je, il y a une grande cassure, puisque je continuais toujours les arts martiaux. Et quand je réfléchis maintenant, je me suis dit, je ne suis pas beaucoup progressé parce que ce que je ressens aujourd'hui, c'est ce que je voyais et ressentais quand j'avais 5-6 ans. Depuis, j'ai l'impression que je garde le même type de volonté ou à image de mon enfance. Donc voilà, la continuité de ma vie. Ce que vous êtes en train de dire, Sensei, c'est quand même quelque chose qui est super interpellant et qui peut parler à beaucoup de personnes qui vont notamment voir le site Attitude Bien-être. C'est notamment le film et le livre Le Secret qui explique comment on peut visualiser son rêve et son objectif dans la vie. Et on est tout petit, on a des rêves. Et à un moment donné, eh bien, il y en a beaucoup qui s'en écartent. Et vous êtes en train peut-être de réaliser que le rêve de votre vie d'enfant, vous êtes en train de le vivre aujourd'hui. Effectivement, je suis dans un rêve. Oui. Donc, évidemment, il y avait beaucoup de difficultés. Quand je me rappelle, en venant en France, depuis, il y avait certaines formes de difficultés. Même encore, ça existe toujours. Mais, en fin de compte, je n'ai aucun regret. Je me suis dit, si souvent on dit, on peut refaire la vie, ben moi je ferai le même. Mais je ferai certainement le même, mais en mieux, j'espère. Parce que j'ai acquis quand même quelques connaissances aussi pour éviter de faire des erreurs. Donc je vivrai un peu peut-être mieux, mais je ferai le même. Voilà. Moi, ça me fait rigoler parce qu'on vous prenait en parallèle dans votre histoire aussi le fait que vous auriez pu être un homme d'affaires. C'est vraiment intéressant comme tout parce que j'imagine les hommes d'affaires qui sont là, il faut avoir la niaque, et ce qui est beau dans votre histoire, c'est que vous l'avez transformé
pour rechercher quelque chose, une force à l'intérieur de vous-même? À propos, quand je suis sorti de l'université, en 1971, à l'époque, l'économie japonaise était en montant. Et dans notre université, en fait, il y avait beaucoup d'entreprises qui venaient recruter des étudiants avant de sortir de l'université. Et donc, un an avant, donc 1970, j'ai été déjà reçu par plusieurs entreprises, dont une grande banque. Parce que c'était le mode de vie. À l'époque, tous les dirigeants d'entreprise venaient à l'université et ils nous invitaient à déjeuner. Et en même temps, ce déjeuner est composé de certaines formes d'examen. L'examen, c'était l'entretien avec les dirigeants d'entreprise. Et je me rappelle, c'est une grande banque dans laquelle j'ai été immédiatement recruté un an avant de sortir de l'université. Mais mon examen était extraordinaire parce que il y avait 5-6 personnes, dirigeants de grandes banques, et dont le président de cette commission de recrutement d'étudiants, il a regardé mon dossier dans lequel ma lecture qui m'a touché le plus, j'avais écrit Jean-Christophe de Roman-Roland. En effet, Jean-Christophe de Roman-Roland, j'étais très très passionné à l'époque, quand j'avais 18 ans. C'était un livre extrêmement qui m'a beaucoup marqué, donc j'ai écrit comme ça. Alors, le directeur, pour lui aussi, il dit, pour moi aussi, Roman-Roland, Jean-Christophe, c'était mon livre de jeunesse qui a marqué ma vie. Donc, en fait, notre examen de recrutement d'étudiants, c'était autour de Roman-Roland et Jean-Christophe. Lui et moi, il me posait des questions, je répondais. Ça a duré pendant 3 quarts d'heure. C'était normalement une demi-heure, mais il m'a dépassé largement. Donc. Et il y avait d'autres directeurs, ne me parlaient pas du tout. Cette directeur de cette commission qui a dirigé cette discussion, et c'était 2 personnes qui parlaient, lui et moi. Donc c'était une discussion, pour moi c'était très agréable parce que j'ai senti qu'il y avait une autre personne qui a ressenti comme moi-même dans sa jeunesse. Donc on s'était très bien entendu et c'était ça mon examen. Donc il m'a donné immédiatement attestation de recrutement dans cette grande banque. Et après, à l'époque, donc c'était pas aujourd'hui, l'époque était très différente. Et avant de terminer mes études, il nous a invités très souvent pour passer dîner, etc., pour expliquer comment ça se passe en entreprise, etc. Donc, j'ai dit, à un moment donné, je suis désolé, j'ai décidé de quitter le Japon pour venir en France pour faire le karaté. Alors, le directeur me disait, je suis vraiment désolé pour nous. Il m'a dit, nous pouvons vous attendre. On vous attend pendant 2 ans. 3 ans c'est maximum, 3 ans c'est difficile, mais nous pouvons attendre si c'était 3 ans. Si vous rentrez du Japon, dans la France, alors vous venez nous voir, votre place est toujours là. Moi j'étais très touché, parce que ce sont des choses que j'ai jamais entendues. Voilà. Mais en vivant en France quelques mois, je n'avais aucune intention de retourner au Japon. J'ai voulu continuer à faire le karaté à fond. Et là, je continuais. À l'époque, donc, je faisais 8 heures environ d'entraînement dans la journée. Et donc, je n'avais pas beaucoup de temps pour aller à l'université parce que j'étais fatigué.
seule chose que je faisais, donc, apprendre le français. Au début, je suis allé à l'école de langue française, mais après, je me suis dit, c'est idiot ce que je fais. Pourquoi? Parce que dans l'école, il y a une personne, professeur, qui parle aux étrangers, étudiants sont tous étrangers, il y avait quarantaine d'étudiants, et avec un texte qui n'a rien à voir avec ce que j'utilise, termes de karaté, enseignement, etc. Mais je suis allé pendant 2 mois et demi à cette école de langue française. Au bout de 2 mois et demi, j'ai arrêté parce que je me suis dit, c'est vraiment stupide ce que je fais. Parce que au contraire, j'ai à peu près à l'époque 80 élèves français avec qui je côtoyais quotidiennement. Donc, je suis japonais, 80 français, parmi lesquels il y a des personnes qui est plus ou moins familière et puis sympathique. Donc, il vaut mieux que je fasse l'échange de cours ou bien demander l'enseignement de langue française à quelqu'un des élèves au lieu d'aller à l'école. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai demandé à quelques élèves, alors ils étaient très contents de me donner des cours, parce que le rôle était inversé, parce que je faisais le cours de karaté, et eux, ils me donnaient les cours de français, dans un café. Et comme ça que j'ai commencé à apprendre la langue française. Et au début, donc, je ne suis pas allé à l'université, mais j'ai pris uniquement le carte d'étudiant de l'université de Paris 5 à l'époque, afin que je puisse utiliser le restaurant université. Parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Le restaurant université, donc, c'était pas cher. Donc, j'allais déjeuner au restaurant université. Et avec mes élèves de karaté, donc, je pouvais parler français. Donc, ils me donnaient des cours de français. Et cette sorte de relation continuait dans la soirée où je commence à donner des cours avec le français que j'apprenais par eux. Voilà. De cette façon-là que j'ai continué à faire pendant une année et j'ai appris un petit peu mieux parler français et je me suis réinscrit à la Sorbonne dans la sociologie et j'ai pu, par dossier, m'intégrer dans la maîtrise de sociologie à l'Université de Paris 5, à la Sorbonne. Donc j'ai fait 2 ans de maîtrise en France, de sociologie, et puis j'ai fait le mémoire de sociologie qui a été accepté. Et 1 an après, je me suis inscrit à un doctorat. Et j'ai fait, donc j'ai mis le temps pour terminer, j'ai fini à 82 ma thèse un doctorat de sociologie. Voilà. Mais dans cette sociologie aussi, j'ai écrit une forme d'interrogation de ma vie, culture japonaise. Donc, le thème, c'était le rôle de culture traditionnelle japonaise dans la société contemporaine japonaise. Voilà, c'était ça qui était le thème de ma thèse. Voilà. Moi, juste pour qu'on comprenne l'anecdote, quand vous parliez de votre... du gars de la banque qui était prêt à vous proposer du boulot demain, vous aviez le même bouquin, vous aviez la même référence. Mais c'était quoi ce bouquin en gros, qu'on comprenne? Parce que moi, Jean-Christophe, c'est ça? Je ne vois pas du tout c'est qui. Ah, vous connaissez pas Jean-Christophe? Ah, mais donc, je vais vous expliquer. Jean-Christophe, c'est un titre d'un roman qui a été écrit par Romain Rolland. Et c'est un écrivain classique français très connu. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas lu, j'ai lu quelques autres livres de Romain Rolland, mais pas tous, bien sûr. C'était quoi le contenu de ces bouquins? Ce que j'ai retenu, c'était une interrogation sur la vie de jeune homme, et c'était un musicien,
Donc, dans la musique, il ne faisait pas du tout le compromis et il faisait la recherche c'était une vie extrêmement passionnante. Et vous savez, pendant que j'étais à Paris, j'avais un élève qui s'appelait Jean-Christophe. Donc je me suis dit, tiens, et un jour, j'ai eu immédiatement une grande sympathie à son égard. Et je lui ai demandé, écoute, c'est ton père qui t'a donné le nom de Jean-Christophe, non? Et oui. Est-ce que ton père n'était pas celui qui a été passionné de lecture de Roman Roland dans sa jeunesse? Elle dit, ah oui, bien sûr, je sais. Et il m'a dit, je sais, mon père m'a tant parlé de cela. Donc, il s'appelle Jean-Christophe. Voilà, avec qui donc déjà, tout de suite, nous avions une sympathie de départ. Voilà. Mais Jean-Christophe, c'est justement Moi, j'étais très influencé par cette vie de Jean-Christophe. Et ça m'a donné des difficultés d'une certaine façon quand j'étais à l'université au Japon pour faire le karaté. Pourquoi? Parce que dans le milieu du karaté, il y a des hiérarchies et de supérieurs, etc., etc. Et Jean-Christophe, c'était quelqu'un, dans mon souvenir, hein, déjà c'est une lecture qui date de plus de 45 ans déjà. Jean-Christophe, c'était quelqu'un qui ne faisait pas le compromis et qui n'acceptait pas une forme d'injustice, une forme d'autorité injuste. C'est ce que je ressentais dans le milieu de karaté, mon supérieur, etc. Leur autorité ne justifiait pas leur niveau et leur personnalité, leur culture, leurs valeurs. Donc, j'étais immédiatement, je suis entré dans un conflit par rapport à cette sorte d'autorité qui est très imposante dans l'enseignement des arts martiaux. Voilà. Donc, grâce à Jean-Christophe, j'ai appris beaucoup de choses, mais en même temps, à cause de Jean-Christophe, j'ai passé des moments un peu difficiles dans le milieu de apprentissage de karaté, dans le milieu classique. Voilà. Je te laisse parler, mais parce que ça me passionne, vous parlez juste, il y a un problème avec l'autorité, vous aviez un problème avec l'autorité. C'est intéressant comme tout, quoi. C'est vrai, moi-même qui n'y connais rien, les images que j'ai de karaté, c'est votre supérieur, c'est très, il n'y a pas de discussion, c'est comme ça, c'est ça, hein. Et ça vous a fait travailler, quoi, réfléchir à quoi exactement, si vous saviez un peu expliquer. Mais j'ai dû passer donc des étapes un peu particulières. Donc j'étais un peu comme quelqu'un qui révolte dans ce milieu de karaté. Donc je suis sorti de cette forme de cercle que je supportais mal. Et au fait, pour moi, le karaté, c'était la pratique personnelle, individuelle. Or, dans un groupe social, comme groupe ou l'école de karaté, ce n'est pas individuel, c'est collectif. Et cette collectif, ce n'était pas du tout la manière dont je voulais faire. Je voulais pratiquer d'une manière individuelle. Mais au fait, je ne pouvais pas pratiquer individuellement dans un domaine où savoir-faire est très important pour recevoir leur savoir à partir de aînés, des professeurs. Donc je me suis replié en quelque sorte pour pouvoir être dans ce milieu, bien que je gardais cette forme de révolte au fond. Et donc, lorsque je suis venu en France, c'était intéressant parce que la culture française m'a beaucoup intéressé et la société française beaucoup intéressée aussi. Et au début,
je côtoyais avec des personnes de gauche, même gauchistes, certaines, qu'on appelle. Mais il y avait des personnes de droite aussi. Dans le milieu du karaté, il y a plusieurs couches sociales. Et moi, j'étais inspiré de cette forme de communication et le rapport égalitaire entre des personnes. Donc, j'ai commencé à instaurer le tutoiement avec mes élèves et on ne m'appelle pas maître, on m'appelle Kenji. On a tout. Donc j'ai d'abord, au lieu de quelqu'un qui parle en vous voyant, on va tutoyer, on commence à se tutoyer tout de suite. Et le temps passe. Et je vais sauter un peu de temps. J'ai écrit un livre. Et mon livre a été très bien diffusé. Au fait, j'ai écrit en 1979. Et ce livre a été lu par beaucoup de psychanalystes, psychiatres, psychanalystes. Et j'avais, à un moment donné, entre 79 jusqu'à 80, une cinquantaine ou 40, un peu plus de quarantaine de psychanalystes qui venaient dans mon cours. Donc j'ai connu différents courants de psychanalyse aussi. Et avec certaines personnes, en parlant, ça m'a beaucoup appris au niveau de rapport humain et de ce que c'est les transferts, etc. Bon, je ne connais pas grand-chose, mais en tout cas, au moins quelque chose que j'ai ressenti aussi. Et là, je vais avancer un peu, je vais revenir un peu pour anticiper à cette époque. C'est qu'au début, comme je vous ai dit, j'ai aboli cette cloisonnement de différence hiérarchique. Donc tout le monde est... Au bout de quelques années, je me suis dit, c'est pas bon, c'est pas vrai. J'avais besoin de créer une barrière. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que entre professeurs d'arts martiaux et d'élèves, à un moment donné, lorsque la communication devient de plus en plus intime, il y a énormément de demandes. Quelque chose qu'on ne demande pas aux autres personnes, mais à moi, on me demande quelque chose de très affectif en même temps. Et je me suis rendu compte que je ne peux pas assumer tout cela. J'ai besoin de distance et différence. C'est là que je commençais à donc instaurer après encore vouvoiement avec les élèves. Et on ne m'appelle pas Kenji. On m'appelle plus. On m'appelle soit sensei, voilà, sensei, ou soit monsieur. Pourquoi? Parce que le sensei, ça ne veut pas dire le maître. Par exemple, à l'école, au Japon, une jeune fille qui est maîtresse de école maternelle, par exemple, d'une fille de 20 ans, 25 ans, les parents appellent sensei. Voilà. Enseignant ou maîtresse de l'école, avec respect, mais avec familiarité aussi. Donc sensei ne veut pas dire simplement comme on traduit par maître. Bon, en tout cas, j'avais besoin d'avoir cette sorte de distance par rapport à des élèves qui me projettent sur beaucoup de choses, puisque à partir du moment où on commence à parler des choses intimes et des problèmes de la vie personnelle, etc., nous ne pouvons pas être totalement ouverts pour toute forme de discussion. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a une sorte de transfert très fort. Je comprends pourquoi le psychanalyste a besoin de cette sorte de... Vous voyez, voilà. Ça, j'ai appris à cette époque. Donc, j'ai changé. Et avec des élèves, donc j'ai fait l'explication et voilà.
on change. Voilà. Donc, en fait, quelque part, par rapport aux traditions du Japon, notamment, qui sont quand même très, très fortement hiérarchisées, vous avez essayé une émancipation, et puis vous êtes revenu un peu en arrière, vous avez compris pourquoi il y avait cette hiérarchisation. Et en même temps, moi, ce qui m'intrigue dans la tradition japonaise, c'est aussi toute cette transmission de maître à disciple, cette transmission d'enseignement qui est presque initiatique, que l'on ne réserve que à ceux qui sont méritants. Et on pourrait dire que quand on voit votre chemin à vous, vous avez, vous avez été fort inspiré par le livre Jean-Christophe et Sans compromis. Vous avez avancé probablement sans compromis et vous avez avancé par vous-même. Donc par rapport à nos auditeurs, je veux dire, c'est principalement avancer par soi-même. Mais est-ce qu'il vous arrive aussi de garder une partie de votre enseignement un peu secret et de le transmettre qu'à une toute petite élite? Ah ah. Ça me semble tout à fait évident. Ça me semble tout à fait évident. Mais je pense que je voudrais transmettre au moins ce que je sais faire ou ce que je sais expliquer. Et ce serait dommage de ne pas communiquer. Mais pas n'importe quelle condition et pas n'importe qui. Donc forcément, je vais choisir à des personnes à qui mes petits savoirs sera communiqué. Toi, tu as envie de savoir quelque chose? Non, non, pas du tout, non, non. Mais ce que je trouve ça intéressant, c'est cette idée de rapprochement. On essaye un peu de créer une espèce de réseau, etc. Et nous, on est fort aussi là-dedans. Et quelque part, il y a une espèce de dissolution ou de transfert. Et quand tu dis nous, tu parles de qui en fait? Ben, nous tous, à travers les réseaux Internet, etc., on essaie de créer quand même quelque chose de plus en plus proche. Et en même temps, effectivement, le danger, c'est la dissolution et c'est perdre l'essence des choses, c'est la rareté, la richesse des choses. Donc ça, je trouve que c'est important de garder en même temps cet esprit initiatique. Et je pourrais dire aussi le fait de, comment dire, de mettre une distance, parce que souvent quand il y a des élèves avec un maître qui est plus loin, le maître, en l'occurrence c'est vous aujourd'hui, ben, on entend que vous avez été obstiné dans votre manière de créer, je dirais, tout votre savoir et votre expérience, mais que quelquefois les élèves pensent que juste en étant à côté du maître ou en se rapprochant plus, ils vont obtenir ce savoir, alors qu'en fait c'est leur travail personnel qui va tout faire. Mais au fait, je ne fais pas pour personne d'autre que pour moi-même. Donc je me plonge dans ma recherche personnelle et ce que je ressens, ce que je vis, c'est ça que je communique à mes élèves. Mais si on n'est pas prêt, de toute façon, aucun message qui passe. Donc, par exemple, la question de santé. Il y a des personnes qui sont malades. Lorsque on est malade, au fait, sa maladie n'est pas commencée à ce moment-là. Par exemple, si quelqu'un qui va avoir le cancer ou quelque maladie grave dans un an, mais en fait, dans un an, ça déclare, ça se détecte, mais il est déjà là, je pense. Donc, ce qui est important, être sensible de ce que nous sommes actuellement, ne serait-ce que pour éviter les maladies. C'est que si on a les maladies, on est en train de former, on est déjà. Donc, avant que des choses qui éclatent, on doit comprendre, je pense. Donc, cette sorte de sensibilité aussi, c'est la sensibilité qui est importante pour pratiquer un art martial. C'est la même chose, donc.